Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour cette ultime analyse de Legacy of Kain avant la conclusion. Je suppose que, comme pour Soul Reaver 2, on va avoir un gameplay pourri, mais un scénario génial. Oh, j'aimerais tellement... We're close. There should be an oasis in the... Bien, commençons par résumer toute l'histoire. Mais avant, petite précision. Dans Soul Reaver 2, on différenciait les Célestes des vampires. Les Célestes étant la race quasi angélique des origines, et les vampires ceux qui sont devenus après la malédiction des Hildon. Précision qui ira tout droit à la corbeille, vu que cet épisode renommera la race des Célestes en tant que vampires. Ce qui rend la mythologie encore plus floue. Donc, pour cet épisode, histoire que vos wagons restent bien accrochés à ma locomotive, je persisterai à appeler la race d'origine les Célestes. Ah, et la distinction entre les différentes rivers est toujours d'actualité, hein. Blood River plus River Spectral égale Soul Reaver. Si vous voulez plus d'infos, matez-vous les vidéos sur Soul Reaver 2, j'ai pas envie de me répéter. C'est bon? Ok. Tout commence alors que Kain rallie la forteresse des Séraphéens. Étant à la recherche de Raziel, il a besoin de l'aide de Moebius pour obtenir ses réponses. Ce qui est déjà très con vu que quand Soul Reaver 2 s'est achevé, Kain était déjà dans leur forteresse. Je suis pas sûr de la logique mais bon. Bref, Moebius révèle que Raziel pourrait ne pas être ce que Kain imagine, et l'encourage à retrouver les preuves de ses dires au sein de la citadelle des Célestes, un bâtiment immense dissimulé dans la brume. Au fil de ses pérégrinations, Kain finira par tomber sur l'Ancien, qui prétend être l'oracle des Célestes. Il lui explique que Raziel se trouve 5 siècles plus tard, et est à la recherche du cœur des ténèbres, dans l'optique de ressusciter Janos Audron. Refusant cela, Kain accepte que l'oracle le conduise en 30 après NK. De son côté, après les événements de Soul Reaver 2, Raziel a été si affaibli qu'il fut téléporté auprès de l'Ancien, que ce dernier n'a plus l'intention de laisser voguer à sa guise. Mais désireux d'échapper à sa destinée, qui le condamnerait à être emprisonné dans la Soul Reaver, Raziel parvient à flouer son maître pour se trouver une ouverture et rallier le monde matériel. Il en apprend davantage sur l'histoire des Célestes, et notamment que Vorador, premier humain converti en vampire, fut le forgeron de la Blood River. Malheureusement, le vieux buveur de sang n'a fait qu'en concevoir l'enveloppe physique, et les seuls à vraiment connaître l'épée sont les Célestes eux-mêmes, dont Janos Audron. Lui seul pourrait apprendre à Raziel comment échapper à son funeste destin. Pour ranimer le dernier Céleste, Raziel se lance à la recherche de son cœur arraché, qui pourrait être dissimulé dans la cathédrale d'Avernus. Il y rencontre Mortanius, le gardien de la mort, en pleine bataille mentale avec le général Hildon, l'antagoniste de Blood Omen 2 qui l'a possédé. Et il révèle que, pour ressusciter Kain et le transformer en vampire, il s'est servi du cœur des ténèbres, l'implantant dans le corps du jeune homme. Ces révélations faites, il disparaît et rejoint le jeune Kain pour le grand final de Blood Omen. Et j'en profite pour une petite parenthèse. Au cours de leurs errances respectives, les deux protagonistes en ont davantage appris sur les prophéties des vampires. A l'origine, les Célestes étaient soumis à un dieu, l'Ancien, qui leur avait inculqué la dévotion pour la roue de la vie. Naissance, mort, renaissance, tout ça quoi. Alors que les Hildon refusaient cette vénération, poussant les Célestes à leur déclarer la guerre. Une guerre qui s'achèvera avec l'érection des colonnes, censées bannir les Hildon dans une dimension parallèle. Manque de bol, on fait pas plus rancunier que les Hildon, qui ont maudit les Célestes en les transformant en vampires. Sauf que désormais stériles et immortels, les Célestes n'étaient plus susceptibles de rejoindre la roue du destin, ce qui poussa l'Ancien à les ignorer. La plupart des Célestes ne le supportèrent pas, et beaucoup devinrent fous, ou mirent fin à leur jour. Mais les contours de la prophétie sont désormais plus clairs. Les Hildon devaient obtenir un champion aux yeux flamboyants et brandissant une épée de flamme, déterminé à briser les chaînes de l'Ancien et de sa roue du destin. Tandis que dans le camp adverse, les vampires seraient représentés par un héros armé de la River, et au cours de leur affrontement final, l'un des deux serait tué. Revenant dans la cathédrale, Raziel, trop bouleversé par ces révélations, s'emporte alors qu'il retrouve Kain. Le ton monte et les deux adversaires se livrent à un duel sans merci. Raziel semble sur le point d'être absorbé par la River, mais arrache le cœur de Kain avant l'inéluctable, pour le précipiter ensuite dans la dimension des Hildon. C'était pas un portail vers le catacombe à la base? Chut. Si cela permet de ramener effectivement Janos parmi les vivants, Audron invite Raziel à absorber les âmes des anciens gardiens de l'équilibre pour obtenir la River de l'esprit. Mais alors qu'il revient aux côtés du Céleste, le choix final du jeune Kain provoque la destruction des colonnes et la possession de Janos par le général Hildon. Raziel tente de lui barrer la route, mais est massacré par son ennemi,
le renvoyant aux côtés de l'ancien, sans plus aucune opportunité de fuite. Mais dans la dimension des Hildon, Kain n'a pas succombé à sa cardiactomie. Oui, ce mot existe vraiment. Et parvient à revenir à Nosgoth, doté d'une persuasion en scénarium qu'il doit retourner à la citadelle. Ah non, je déconne pas, hein. Y a aucune raison qui pourrait le conduire à rallier la citadelle. Bref, sur place, Kain tue Moebius et Raziel l'achève dans le monde spectral, se rendant compte qu'au contact de la riveur de l'esprit, la vision du gardien a été purifiée, lui permettant de voir l'ancien sous sa véritable forme. Comprenant ce qu'il lui reste à faire, Raziel revient dans la sphère matérielle et se laisse emprisonner par la riveur, permettant à Kain de voir enfin le grand manipulateur, celui qui tire les ficelles depuis la nuit des temps. S'il se révèle incapable de le tuer, Kain lui inflige de gros dégâts et le contraint à s'enterrer sous les décombres de la citadelle des Célestes. Et notre anti-héros se retrouve seul, armé de la Soul River, avec pour tout avantage l'espoir que le sacrifice de Raziel l'aide à enfin obtenir le libre arbitre dont il rêve tant. Et c'est ainsi que s'achève le Legacy of Kain Défiance. Ouh, bordel de merde. Bon, alors vous l'avez sans doute compris, c'était clairement voulu lors du développement par les grands noms de Crystal Dynamics. Simplifions. Et bah bordel, ils l'ont pris au mot. Puisque si on nous offre une intrigue largement moins complexe, et donc plus compréhensible que ses prédécesseurs, ce qui est louable, ce n'est malheureusement plus très raccord avec énormément de points des autres épisodes. Ce qui implique que oui, la partie sur les incohérences va être... Mais en plus, on sent que les gars avaient pas assez d'idées pour faire durer le tout sur plus de 2 heures, ce qui les a poussés à rallonger certains points de l'intrigue. Et autre détail frustrant, le scénario est répétitif. La plupart des révélations seront réexpliquées à plusieurs reprises. Déjà parce que les deux protagonistes vont découvrir les mêmes choses, et d'autres PNJ nous referont des résumés de ce qu'on a déjà appris auparavant. Alors ok, vous vouliez simplifier l'histoire et éviter que les gens soient perdus. Mais là clairement vous nous prenez pour des débiles. Un petit exemple. Une grande partie de l'intrigue de Raziel le pousse à trouver des réponses à son sujet, dont on apprend la majorité au cours de nos recherches. Et on nous fait miroiter la rencontre avec Janos Odron, le seul à avoir toutes les réponses. Et quand, enfin, il est censé tout nous révéler, il nous résume tout ce qu'on a appris au cours de l'aventure, avant de nous dire qu'il n'en sait pas plus et qu'il va falloir demander à quelqu'un d'autre. Fils de pute! Bon, au-delà de ça, on apprend quand même l'histoire des Célestes et les origines de la guerre contre les Hildon. Comme d'hab, le manichéisme a été envoyé aux chiottes, et on confirme certaines hypothèses que j'avais personnellement émises au cours des jeux précédents. Par exemple que si Raziel dévore des âmes, c'est un moyen de les renvoyer à la roue du destin, et ainsi de nourrir l'ancien. Ancien qui possède d'ailleurs un pouvoir sur le temps, ce qui peut être logique, vu que comme Moebius, il est conscient de tout ce qui lui arrive sur sa ligne temporelle, et ça expliquerait même pourquoi le temps ne s'écoule pas de la même manière dans la sphère spectrale. Le figeant dans Soul Reaver 1, le laissant à sa guise dans le 2, et faisant patienter Raziel durant 5 siècles sans qu'il s'en rende compte, ou même ouvrir des vortex temporels dans la sphère matérielle. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Cependant, c'est aussi un aspect très négatif. Toute l'histoire, et notamment Soul Reaver 2, a fait comprendre à quel point la lutte contre le destin pour le libre arbitre était un combat perpétuel extrêmement ardu, vu que les possibilités des héros pour changer le cours de l'histoire étaient ultra limitées, là où leurs ennemis possédaient presque tous les pouvoirs et avantages. Ce qui fait que, même si on en vient à sacrifier Raziel pour seulement une demi-victoire, au regard du reste de la licence, ça fait vraiment fin bisounours quoi. Enfin bref, si l'histoire de Kain et Raziel est définitivement close, de façon très bancale admettons-le, on nous laisse tout de même avec une fin ouverte au cas où une autre équipe voudrait créer un nouvel opus. Spoiler, ça n'arrivera jamais. Passons maintenant au personnage. Vous savez ce qui est le plus insupportable quand je fais des analyses d'intrigue? C'est pas les incohérences, ça encore, ça peut être marrant. Non, ce qui est vraiment chiant, c'est quand la psychologie d'un personnage est modifiée d'un jeu à l'autre. Bref, commençons comme d'habitude dans l'ordre décroissant d'importance. Décidément, ce perso n'a pas été prévu pour être sur le devant de la scène. Et encore, elle a gagné un peu plus d'importance que Vorador, qui lui n'a pratiquement pas changé depuis l'épisode précédent. Ah si, il a récupéré le corps de Janos et l'a érigé dans un hôtel, ce qui est cohérent avec le fait qu'il l'a toujours quasi vénéré, mais en soi, il est pas très intéressant ici quoi. Enfin bref, Ariel, certes toujours en retrait, mais dont le perso s'était un peu épaissi dans Soul Reaver 2, je parle toujours pas de son tour de poitrine, qui dans cet épisode a légèrement dégonflé, même si la meuf a toujours l'air de faire un bon aidé. En même temps, vu le traitement réservé au chara-design des persos féminins, je vois pas à quoi on pouvait s'attendre. Pas faux.
Ici, on a affaire à la même Ariel que dans Blood Omen 1, mais si elle est déterminée à soutenir le jeune Kain dans sa quête, elle se révèle hautaine et insultante avec Raziel, qu'elle identifie aussitôt comme un Hildon et WHAT? Ariel est au courant de ce que sont les Hildon? Alors, non seulement ça n'a aucun sens, vu que Ariel a croisé Raziel à de nombreuses reprises et ne l'a jamais considéré comme tel, à la limite elle le prenait pour un démon dans Soul River 2, et encore, vu tous les monstres qui se baladaient en s'entendre après NK, c'était compréhensible. Mais ensuite, je vous rappelle que l'histoire des Célestes, et donc des Hildon, a été oubliée par les humains. À l'exception de Moebius et Mortanius, aucun ne sait véritablement quel a été le but des colonnes. Je vous rappelle que ce n'est qu'à partir du moment où il a été possédé que Mortanius a compris à quel point les vampires étaient nécessaires, et donc que les Hildon étaient une vraie menace. Pourtant, le côté arrogant d'Ariel restait assez crédible. On restait sur l'idée que la plupart des gardiens se prennent pas pour de la merde, et que c'est essentiellement la peur et non la foi qui pousse Ariel à se persuader que Kain est le seul espoir de Nosgoth. Et sitôt que Raziel envisage que les choses ne se déroulent pas comme prévu, Je refuse d'écouter ces mots pleins de fiel, démon. mais ça reste cohérent. Et devant l'échec de tous ses espoirs, Ariel finira rancunière à l'intention de Kain et terrorisée à l'idée d'être à jamais captive des colonnes, pour finalement devenir lasse et apathique plus de 2000 ans après. Et enfin, le fait que la forge de l'esprit l'ait invoqué en combinaison avec tous ses prédécesseurs, purifiant sa vision et tout le toutain, et se mêlant à la River. Ouais, Ariel libéré des colonnes en 30 après NK. Paradoxe temporel donc. Sauf que là on a eu ni sensation de discontinuité, ni séisme provoqué par l'histoire se réadaptant. Oups. Pour le coup, Janos reste plutôt cohérent, même si ici on pourrait la renommer outil de rallongement de la durée de vie du jeu. Bref, ce qui marquait Audron, c'était notamment sa foi, son statut de gardien de la River, resté en suspens vu qu'il n'était pas mort au vrai sens du terme. C'était tout ça qui le caractérisait le mieux. Et ici on découvre le revers de la médaille. Janos est tellement persuadé d'avoir bien interprété les signes de la prophétie qu'il a énormément de mal à accepter que Raziel ne soit pas le fameux champion des vampires, et envisage plutôt que la situation soit plus complexe que prévu, ce qui en soi était pas complètement faux, mais bon. Même alors que les colonnes sont sur le point de se briser, le mec espère encore pouvoir sauver les meubles. Et j'avoue que j'ai du mal à déterminer si le gars est trop optimiste ou juste fanatique. Mais lorsqu'il est possédé par le général Hildon, il se révèle prêt à sacrifier sa propre existence pour empêcher ses ennemis de progresser. Ce qui dénote un putain de courage, mais bon, ça on l'avait déjà compris dans l'épisode précédent. Enfin bref, suivant. Alors là, dans le côté changement de personnalité et d'influence, on frappe très fort. Certes, on se doutait que c'était un manipulateur, qu'il avait un rôle à jouer dans la corruption du cercle et qu'il avait l'intention de permettre le retour des Hildon, car les vampires étaient devenus un fléau à éradiquer, mais il est montré comme un gros connard orgueilleux et vaniteux tout au long de cet épisode. Alors oui, c'était un manipulateur, mais tout comme Moebius dans Soul River 2, il poussait Raziel à le voir comme un allié, ou au pire alimenter sa paranoïa. Sauf que là, fuck off. Maintenant le Gugus ne se cache même plus et gueule sur tous les toits que allez-y, faites ce que vous voulez, de toute façon ça m'arrangera quand même. Bah en même temps, s'il a réussi à duper Raziel à ce point, et qu'il sait que c'est inutile de tenter encore de le blouser, c'est peut-être pas la peine de continuer à jouer à ce jeu. J'aurais pu l'accepter si le changement avait justement eu lieu dans Soul River 2. Si, par exemple, Raziel avait disparu des mains de Kain pour se retrouver devant l'ancien, qui se serait alors mis à jubiler en mode « Alors, c'est qui t'a bolossé ?» Ouais, ça serait passé un peu mieux. Et même là, j'arrive pas à y croire, parce que c'est pas sa psychologie habituelle. À dire vrai, jusqu'à présent, il n'avait jamais été montré comme si influent que ça. Les véritables sombres puissances à l'œuvre étant les Hildon, dont Moebius et l'ancien facilitaient le retour, ok, mais dans l'optique de satisfaire le tournoiement de la roue du destin. C'était plus un dieu passif en somme, qui laisse les choses se dérouler, mais qui n'intervient pas parce qu'il n'en est pas capable. D'ailleurs, ça aurait pu être un point intéressant sur lequel jouer, se servir du fait que s'il intervient physiquement, ça peut se retourner contre lui. Mais non, et c'est dommage. Et surtout, il est vaincu uniquement pour les besoins du scénario. Non, parce que je vous rappelle que l'ancien est conscient de tout ce qui se déroule dans sa ligne temporelle, et donc techniquement, il est censé savoir que ça peut se retourner contre lui si jamais Kain, Moebius et Raziel sont réunis dans la citadelle des Célestes. Donc soit il a véritablement été vaincu, auquel cas c'est une facilité scénaristique, soit il a volontairement laissé les choses se dérouler au profit d'un autre plan, peut-être même pour pousser Kain à penser qu'il avait remporté la victoire. Ce qui noircirait le final de l'intrigue et rendrait la fin encore plus amère tout en étant bien plus cohérente, mais je crois pas que ça a été l'intention des développeurs.
Il voulait finir la saga, quitte à laisser une fin ouverte, mais vraiment mettre un point final à l'intrigue. Je garantis pas d'avoir raison à 100%, mais pour moi, c'est une facilité scénaristique. Ouais, ils auraient pu faire pire. Comment ça? Bah, en tuant l'ancien et en détruisant la roue de la vie. Oh oui, putain! Heureusement qu'ils ont pas fait cette connerie! Là, pareil. On garde en surface le même perso, mais on change plein de trucs qui ne vont pas. Moebius est un génie de la manipulation, un mec dont personne n'est capable de prédire les machinations. Vu que quoi qu'il fasse, il nous incite à faire, on tombe toujours dans ses pièges. Ok, il était manipulé par l'ancien, mais ça le rend pas incapable de mettre en place ses propres complots. Il est le gardien du temps et donc capable d'avoir une centaine de longueurs d'avance sur tout le monde. En plus d'être un excellent comédien, capable de simuler la peur, la supplication et la peine, alors qu'il est le premier à jubiler de vous voir tomber en ses traquenards. Et dans Défiance, va bien te faire foutre. On envoie tout le côté serpent sournois à la corbeille pour en faire un bête pantin qui se fait manipuler sans conscience propre. Un dévot tellement aveuglé qu'il ne parvient pas à réfléchir par lui-même. On a presque l'impression que c'est l'ancien qui prépare les plans et que Moebius ne fait que les suivre sans poser de questions. Et c'est d'autant plus visible lorsqu'il se fait surprendre par Kane à la fin du jeu. Le problème, c'est pas que l'ancien et Moebius soient devenus de mauvais personnages. Si Défiance avait été le seul épisode de la saga, j'aurais rien dit. Mais combiné aux autres jeux, on a vraiment la sensation que... Mec, t'as perdu tout ton génie ou quoi? Et puis je sais pas, il est devenu trop arrogant. Alors ok, il est confiant en ses capacités et certain d'avoir toujours l'avantage, mais il s'en vante pas. Révéler qu'il est le grand méchant, il ne l'a fait qu'une fois à la fin de Soul Reaver 2, et même là, c'était une façon de manipuler Raziel pour le pousser à massacrer les Saints Séraphéens. La scène où il a l'avantage sur Kane et l'insulte pour mieux le rabaisser, ça aurait pu passer pour une manière de le mettre encore plus en colère. Mais ça ne colle pas. Avoir un Kane enragé n'était pas à l'avantage de Moebius, bien au contraire. Comme pour l'ancien, c'est pas mauvais ni inenvisageable, mais c'est trop franc du collier. Ça ne correspond pas au personnage. L'ancien et Moebius sont des manipulateurs discrets. C'est pour ça que ça me gêne autant. Parce que les voir dévoiler leur jeu aussi vite et facilement fait trop facile, trop simple, comme tout le jeu en fait. Bon, là on revient sur des personnages qui respectent la continuité psychologique, majoritairement. Puisqu'on reste sur un perso à l'ego démesuré, ce qui est prouvé par le fait qu'il se rapproche de Moebius alors que ce dernier a un septe capable de coller n'importe quel vampire au sol, mais en même temps il est pas con au point de refaire 2 fois la même erreur. Es-tu prêt? Oui. Poursuivons notre conversation. Mais sur un autre pied d'égalité. Bon. Et je parle même pas de toutes les excellentes piques qu'il a bien pu balancer au fil du jeu. Rends-toi monstre et je te promets une mort rapide. Je pourrais te promettre la même chose, mais je mentirais. La partie de moi que ce bâton affectait n'est plus là où elle devrait être. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas? On m'a toujours considéré comme un sans-cœur. Et tu trouves pas ça problématique que Kane ait survécu alors qu'il s'est fait arracher le cœur? Ben, pas particulièrement. Comme il le dit lui-même, la Reaver spectrale est la seule arme capable de le tuer. Or, si elle l'a effectivement blessé, pour ce qu'on a vu, c'était pas un coup fatal. Donc techniquement, ça passe. Non, un gros problème qu'on peut repérer avec Kane, c'est que... à la base, c'est un personnage qui sait pratiquement tout de Nosgoth, passé comme avenir. Et c'est justement ce qui lui permettait de surpasser Raziel et de le suivre où qu'il aille, tout en sachant pertinemment quels étaient leurs adversaires. Par contre, estimer qu'un mec possédant une machine à voyager dans le temps et qui sait tout du passé ou de l'avenir de Nosgoth n'ait jamais entendu parler des prophéties vampiriques, des Célestes et de leur putain de citadelle à peine planquée derrière du brouillard, et de tout ce que ça implique, désolé mais j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Sérieux, le mec se fait manipuler aussi aisément que Raziel. Le gars accepte de suivre les conseils de Moebius. C'est-à-dire précisément le truc qu'il faut jamais faire. Et ça, Kane en est parfaitement conscient. Moebius a guidé mes pas, Kane. Mais j'aurais dû me douter que tu serais ici. Si Moebius t'avait dit que je me cachais au fin fond des enfers, m'y aurais-tu suivi au péril de ton âme? Moebius se repaît des ignorants et des imprudents, harponnant ceux qui se noient dans les tourbillons de leur destinée. Garde-toi de ces raies, Raziel. Mais vous voulez une vraie preuve que l'intellect de Kane a bien chuté? Revenons au moment où l'ancien affirme à Kane qu'il peut l'envoyer 5 siècles dans le futur pour retrouver Raziel. Ce à quoi notre vampirique héros se dit... Je savais, bien sûr, que cet oracle n'était pas digne de confiance. Mais en fin de compte, avais-je vraiment le choix? Oui, totalement.
Je te rappelle que tu as ton propre engin temporel, même s'il est encore occupé à cette époque, tu peux t'y rendre et l'activer sans avoir grand chose à craindre, et au pire, t'es immortel! Qu'est-ce qui t'empêche d'attendre? 5 siècles de plus ou de moins, c'est pas ça qui va te déranger, non? Et limite, s'il avait réagi comme ça, il serait arrivé avant Raziel à la cathédrale, et aurait totalement blousé Moebius et l'Ancien. Par contre, c'est assez appréciable de voir le personnage douter, de se demander si effectivement il n'a pas été trop arrogant vis-à-vis de ses prévisions, s'il ne s'est pas trompé dans les signes à interpréter. En soi, c'est pas invraisemblable, surtout quand on voit que, malgré son plan brillamment huilé, le mec a quand même foncé droit dans le piège des Hilden. Donc que sa confiance en lui ait été ébranlée, c'est crédible. Et c'est d'ailleurs son intelligence qui lui permet de comprendre à quel point l'Ancien les craint, lui et Raziel, parce qu'il sait que si les protagonistes étaient aussi impuissants qu'ils l'affirmaient, jamais il n'aurait tenté de les ensevelir pour l'éternité. Mais le final reste très vague. Que peut faire Kain à présent? Techniquement, l'Ancien est indestructible et tant qu'il existe, il continuera d'influer sur le destin. Donc le combat ne s'arrêtera jamais, et malgré le fait que Kain possède la Soul Reaver, il a toujours les mains liées. Alors, le cas Raziel. Si vous vous souvenez bien, qu'est-ce qui permettait de provoquer des changements temporels? La réunion au même endroit et au même moment de deux versions de la Reaver spirituelle. Et donc plus exactement, de Raziel la Ghoul. Si Raziel remontait le temps pour se retrouver face à lui-même avant qu'il n'aille buter ses frangins, la sensation de malaise se produirait, et tant que les deux resteraient ensemble au même endroit, alors ils pourraient modifier leur destin. Ça pourrait être une bonne manière de changer son passé. Convaincre son ancien lui de ne pas se mêler à la Reaver. Ça pourrait passer. Mais malgré tout, Raziel reste lié à son destin, contraint et forcé de suivre une gestuelle qu'il n'avait pas décidée. Les fils du marionnettiste ne devenant perceptibles que dans ces instants de malaise. Et a fortiori, on peut supposer que si Kain se retrouvait face à face avec son double du passé, il pourrait également changer son destin. Sauf que Kain, si son histoire est également écrite, lui demeure imprévisible. Car il a eu accès aux connaissances des engins temporels de Moebius et a voyagé dans de multiples époques, le rendant donc conscient de l'existence des Hilden et de leur rôle dans la chute des colonnes, à laquelle a participé Moebius. C'est pour ça que malgré tous les paradoxes, Kain parvenait toujours à tirer son épingle du jeu, parce qu'il avait assez de science pour foutre la merde. Un point qui a été oublié en cet épisode, mais bon. Sauf que là, maintenant, c'est Raziel dont le destin est imprévisible et qui possède un libre arbitre constant. What? Pourquoi? Comment? Et par quel miracle? Tu dois comprendre que toute créature doit suivre une voie prédestinée. Nous sommes tous enchaînés. À la roue du destin. Crois-moi, je le sais encore mieux que toi. Tous sauf un. Tu n'es pas lié à elle, car toi, tu as été recréé. Tu es le seul parmi nous qui a vraiment son libre choix. Oh, ok. Pourquoi pas, hein, ça. Même si ça veut dire que les frères de Raziel non plus n'étaient pas liés à la roue du destin, Melkia, Dumas, Zéphon et Turel, puisque eux aussi ont été recréés. Et techniquement, Kain aussi. Non, Sandek, vous voulez la preuve ultime que Raziel est toujours manipulé par le destin? Il a la Reaver spectrale, qui rappelle que son avenir est déjà écrit et qu'il n'y échappera pas quoi qu'il fasse. Il n'est pas plus maître de sa liberté qu'un autre, je dirais même encore moins. Cependant, il y a toujours des bons points. Et si je suis toujours heureux d'avoir un Raziel très torturé, véritable héros tragique qui tente de se rebeller contre le destin, mais qui, contrairement à Kain, n'a pas toutes les clés pour comprendre ce qui lui arrive, le forçant à se débrouiller seul, et qui plus est possède lui aussi un certain talent pour les répliques. J'éprouve une satisfaction morbide à t'exaspérer. Et il se montre de plus en plus paranoïaque et mauvais à mesure qu'il enchaîne les complots et les manipulations, quitte à ne plus faire confiance aux individus souhaitant l'aider, même si cette fois, on peut lui reprocher de se faire avoir au même piège. Ainsi, tout était arrangé depuis le début. Mec, ça doit faire au moins la 4e fois que tu te fais avoir. Et c'est seulement maintenant que tu te rends compte du level de manipulation de tes adversaires? Faut parler du fait que t'as quand même une mémoire de poisson rouge. Mon évasion ne pouvait pas être prévue. Sinon, mon bienveillant maître n'aurait pas fait tant d'efforts pour m'empêcher de partir. Pendant tout Soul Reaver 2, t'as pas arrêté de te faire manipuler, parce qu'on te faisait croire que tu agissais contre la volonté des comploteurs. Comment tu peux ne pas t'en rappeler? Mais la principale caractéristique de Raziel dans cet opus, ce n'est pas son désir de vengeance, ou sa volonté d'obtenir le libre arbitre. Ici, c'est la peur. La peur de finir enfermé à jamais dans la Soul Reaver. C'est la peur qui guide chacun de ses pas. C'est pour changer son destin que Raziel se lance dans cette nouvelle quête, partant à la recherche d'un moyen de se libérer de cette condamnation. Et c'est précisément sur cette peur que vont jouer ses adversaires.
car c'est en se lançant dans cette fameuse quête pour changer son destin que Raziel va jouer le rôle qu'on attendait de lui. Bon ok, j'admets, ça, c'est de la bonne grosse manipulation bien fourbe comme on n'en fait plus. Même si je reste quand même assez dubitatif vis-à-vis de son combat contre Kain, où on le voit avec des lueurs verdâtres émanant de ses yeux, et j'ai pas la moindre idée de ce que ça signifie. J'ai cru que comme il avait dévoré les âmes des Hildon possédant Turel, certains avaient plus ou moins réussi à le posséder pour le pousser à se battre, vu qu'à chaque fois que quelqu'un est possédé, il a le même regard. Mais apparemment, c'était pas ça. Enfin bref, si on passait au vrai gros morceau de cet épisode. Oui, vous savez de quoi je parle. Ça, des incohérences, il y en a un paquet dans cet épisode, notamment avec la chronologie. Par exemple, alors que Kain arrive dans la forteresse des Séraphéens, il surprend un dialogue entre deux gardes, qui m'ont l'air sacrément calmes. Je vous rappelle qu'il y a très peu de temps, non seulement les 5 Séraphéens, les plus grands représentants de l'ordre, ont été massacrés par un adversaire inconnu, mais en plus, on a 6 gardiens, des êtres quasi immortels et dotés d'immenses pouvoirs, qui se sont fait littéralement pulvériser par Vorador. À leur place, je crois que je serais un tantinet sur les nerfs. Et gardons en mémoire qu'après ce massacre, l'ordre des Séraphéens est tombé en désuétude et a pratiquement disparu, ce qui a pas du tout l'air d'être le cas ici. D'ailleurs, maintenant qu'on parle des problèmes chronologiques, vous vous souvenez des paradoxes temporels? Dans l'épisode précédent, ils étaient une mécanique, complexe mais présente. Donc quand des modifications temporelles se produisaient, on pouvait fermer les yeux. On comprenait que l'histoire s'était réécrite pour intégrer le paradoxe à la chronologie. Sauf que ce point est totalement zappé dans Défiance, où changer le passé peut être effectué à n'importe quel moment, par n'importe quel Cugus ayant voyagé dans le temps, et ne provoquant aucune conséquence. Je veux dire, Raziel qui rencontre Ariel en 30 après NK, alors qu'elle le reconnaissait pas quand il l'a croisé en 130, je vais reconnaître qu'elle ait fini par l'oublier après plus de 2000 ans. Mais après un siècle? Je sais pas, perso, une espèce de mort-vivant tout bleu et à poil qui vient me tailler la causette, je crois que je vais pas l'oublier de sitôt. Et puis bon, hein, on la libère de sa captivité alors qu'elle est censée y demeurer encore des millénaires, et on enterre vivant l'ancien pour qu'il ne puisse plus intervenir. Là où dans Soul River 2, on pouvait pas trop gueuler contre les bidouillages temporels, parce qu'ils étaient réfléchis et avaient des règles très strictes. Mais ici, il y a tellement eu une volonté de tout simplifier que... en quoi c'est si compliqué de changer ton destin? Tu trouves une machine à remonter le temps, tu vas buter celui qui te fait chier, et c'est bon, t'es tranquille. Littéralement, si on se fie à Défiance, c'est aussi simple que ça. Puis vous êtes sympa, hein. Je veux bien admettre que Vorador a eu pas mal de macabées dans son manoir, mais de là à imaginer qu'il en a emmuré des centaines dans ses murs, faudra peut-être pas exagérer. Ah oui, maintenant qu'on en parle, Raziel a trouvé un nouveau moyen de passer dans le monde matériel. L'ancien ayant refusé de lui ouvrir les portails habituels, il passe par la possession de cadavres, et se rend compte que bon nombre de Hildon font exactement pareil pour l'attaquer. Putain, les mecs, je vous rappelle que Raziel est votre champion! Bah, c'est peut-être la même technique que Moebius, pour le convaincre de continuer à avancer dans cette direction. Pourquoi faire? Là, même s'il y avait eu personne sur son chemin, il aurait continué quand même. Mais quand Ken est dans leur dimension, ils prétendent qu'on finit par y devenir fou. C'est peut-être pour ça qu'ils l'attaquent. Ça, j'y crois pas. La preuve étant qu'un des principaux Hildon à avoir échappé à ce monde, c'était le seigneur Séraphéen. Et il était pas fou. Je pense plutôt que c'était une manière de terrifier Kain pour lui faire perdre espoir. Donc, c'est pas cohérent qu'ils attaquent Raziel. La seule fois où ils étaient de mon côté, c'est quand j'ai vaincu Turel. J'y reviens tout à l'heure à celui-là, mais avant, je voudrais finir avec les Hildon. Déjà, ils sont censés se transformer physiquement dans cette dimension. Sauf ceux qui sont revenus à Nosgoth dans Blood Omen 2. Mais c'est pas ce qui me gêne le plus. Tout comme les démons n'avaient aucune raison d'apparaître en 500 avant NK dans Soul River 2, il vient d'où, le général Hildon? Non parce que techniquement, il a possédé Mortanus à une époque où les colonnes étaient non seulement toujours debout, mais aussi totalement pures. Alors certes, Janos a laissé entendre que les humains étaient des brels pour gérer les piliers, et qu'à cause de ça la barrière s'affaiblissait, mais enfin quand même! L'autre connard a quand même possédé un putain de gardien! Oui, mais vu qu'il menait des rituels interdits sous la cathédrale, peut-être que c'est là qu'il a invoqué l'esprit du général Hildon. J'y crois pas. De base, la seule capable d'ouvrir une faille vers leur monde, c'était Azimut la planeuse. Et elle avait réussi à les soumettre à sa volonté, en admettant que ce soit bien des Hildon et pas juste des démons. Mais Mortanus, non! Il a des pouvoirs sur la mort, pas sur les mondes parallèles. Et pour finir sur les Hildon, je le réalise que maintenant, mais c'est complètement con. À la base, l'ancien favorisait plus ou moins leur retour, parce que ça aurait permis d'éradiquer les vampires une bonne fois pour toutes, et de refaire tourner la roue du destin. Un plan qui, dans l'opus précédent, était plutôt crédible. Sauf que là, on apprend que les Hildon étaient opposés à l'ancien et à sa roue,
ce qui a provoqué la guerre avec les Célestes. Du coup, les faire revenir pour éradiquer vampires et humains ne va pas arranger la situation. Les Ilden sont assez futés pour inventer le mécanisme, donc rien ne les empêche de se concevoir des machines à remonter le temps pour venir foutre la merde à leur tour, vu à quel point changer le passé est devenu facile et sans conséquences. D'ailleurs, pour rester sur cette putain de roue de la vie, selon Raziel, la majeure partie des grands conflits se déroulant à Nosgoth avait toujours eu pour ambition d'empêcher la fameuse roue de tourner. Ce qui est stupide. Déjà, l'objectif de Kain et de Raziel, ça a jamais été d'empêcher ce cycle d'exister, juste d'avoir leur libre arbitre. Sans compter que la roue du destin, c'est le cycle de vie, de mort et de renaissance. Si on devait interrompre ce cycle, je suis désolé mais c'est un peu synonyme de mettre fin à toute forme de vie. Si encore l'ancien empêchait les réincarnations à force de dévorer des âmes, j'aurais pu comprendre la volonté de lutter contre lui. Sinon c'est comme vouloir supprimer la mort. Sur le papier c'est cool, mais dans les faits ce serait plus problématique qu'autre chose. Bon, je crois que j'ai balancé tout ce que j'avais à dire là. Pas si vite, t'as oublié Turel. Oh oui putain, Turel, le frère vampire de Raziel, qui a miraculeusement échappé à sa vengeance grâce à des coupes budgétaires. Je suis désolé, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc non seulement Turel a pas arrêté de hurler comme un goret, notamment quand il s'est fait tuer, le combat usé de gros gongs extrêmement bruyants, mais Mortanius qui était juste à côté n'a strictement rien entendu. Quant à Turel lui-même, je peux savoir ce qu'il fout dans les catacombes d'Avernus en 30 après NK. Il est encore censé être un cadavre de Séraphéen à cette date. Vous le sentez vous aussi, hein? Le fait qu'il fallait absolument boucler toute l'histoire de Raziel, et donc éliminer le seul frère qui lui avait échappé, même si c'était pas du tout cohérent. Mais il disait qu'il avait été invoqué. Y a aucune info là-dessus? Alors pour le coup, ça reste sujet à interprétation. Mais effectivement, Azimuth avait volé un engin temporel à Moebius. Et ça pourrait justifier le fait qu'elle ait amené Turel à leur époque. Mais c'est pas logique. Azimuth invoquait des démons extraplanaires et parvenait à les soumettre à sa volonté. Mais là, c'est un vampire de son monde. C'est juste, il vient du futur. Et pourquoi elle serait pas capable de se faire obéir d'un vampire de Nosgoth? Parce que si ça avait été le cas, Kain n'aurait jamais pu l'approcher. Pareil aussi, comment Azimuth pouvait-elle savoir qu'elle trouverait un vampire surpuissant 2 millénaires plus tard? Et je vous le rappelle, on sort d'un paradoxe temporel. S'il n'y avait pas eu lieu, Raziel serait enfermé dans la River, et donc ne serait jamais venu à Avernus pour éliminer son frère, qui, même s'il prétend pas pouvoir s'enfuir par peur d'être pourchassé, aurait fini par sortir des catacombes, et foutu la merde, bien avant que Kain n'arrive au même level de puissance que lui. Voilà ce qui se passe quand on fait pas gaffe aux règles qu'on a établies. Alors, des trucs à interpréter? Bah, franchement, non. La majeure partie de ce que j'ai remarqué, je l'ai déjà dit avant, parce que c'était soit des incohérences, soit ça impactait la psychologie des personnages. Il y a un truc, principalement, qui, je le crois, pourrait être sujet à interprétation. C'est avec Mortanius, puisqu'à 2 reprises, on le voit effectuer ce geste. Pourquoi ? Est-ce que c'est un moyen de dresser une barrière mentale contre le général Ilden? Est-ce que c'est un sort quelconque? Franchement, j'en sais rien. Si vous avez une idée, balancez-la dans les commentaires parce que moi, je cale. Ah oui, peut-être aussi ce détail. Alors qu'il est absorbé par la Blood River, Raziel se sert des pouvoirs de tous les anciens gardiens en lui pour soigner la blessure de Kain. Et apparemment, certains dans la communauté des fans en auraient conclu que cela signifiait que cela avait purifié l'esprit de Kain, et donc rétabli ce dernier dans sa fonction de gardien de l'équilibre, permettant ainsi la recréation d'un nouveau cercle. Alors, pourquoi pas, hein, on peut le voir comme ça, mais pour le coup, il y a tellement pas plus d'infos sur ce qu'est vraiment cette guérison que je sais pas si cette théorie est valide ou non. D'ailleurs, au passage, je suis le seul à trouver que les dernières paroles de Raziel sonnent vraiment comme une déclaration amoureuse implicite. Et moi, je ne suis pas ton ennemi, ni ton destructeur. Je suis, comme avant, ton bras droit, ton épée. Ouais, peut-être que j'interprète un peu trop sur le coup. Par contre, une dernière remarque, parce que là je sais pas trop où la caser, Amy Hennig a fait de son mieux pour nettoyer toutes les conneries de Blood Omen 2. Et parmi ça, elle avait comme projet d'expliquer la résurrection mystère de Vorador avec défiance. Mais en fin de compte, ce ne fut pas le cas. Oh bordel de merde. Donc le scénario est mauvais, on est bien d'accord. C'est plus compliqué que ça. Le problème de Défiance, ce n'est pas que le scénario est mauvais, ni même totalement contradictoire. Globalement, si on laisse l'épisode tout seul, ça passe. Il fonctionne plutôt bien avec lui-même. Il y a des facilités d'écriture, certes, mais ça en fait pas une mauvaise intrigue, et ça reste majoritairement bien écrit. Le problème, c'est que Défiance est pas le seul épisode de la saga. Soul River 2 était tellement complexe, en plus d'être encore mieux rédigé, que il aurait fallu continuer sur cette lancée. Si on avait eu plusieurs autres épisodes avant la fin de l'histoire,
je pense que le problème aurait pu être mieux résolu. Mais à vouloir tellement tout simplifier à l'extrême dans un seul épisode, eh bien l'histoire et même l'univers ne collent plus. Donc si Défiance avait été un one-shot, je lui aurais mis 17 ou 18 sur 20. Mais tel n'étant pas le cas, 11 sur 20. Ouais, c'est très décevant de finir la saga de cette manière. Franchement, je suis déçu. Écœuré même. La saga est en termes d'écriture un des univers et des histoires qui, pour moi, sont à placer au panthéon des meilleures plumes du monde. C'est sombre, torturé, pas manichéen pour un sou, intelligent, allant jusqu'à jouer avec les habitudes des spectateurs pour mieux les perdre, mais peut-être que c'est ça son vrai problème. Elle a été beaucoup trop complexe, à tel point que la fin de Soul River 2 était presque un mur infranchissable pour les héros. Du coup, ça aurait été extrêmement difficile d'obtenir une victoire sans faire chauffer les neurones pour trouver une solution à laquelle ni Moebius, ni l'Ancien, ni les Hilden n'auraient pu penser. Et peut-être que si les développeurs de Blood Omen 2 n'avaient pas voulu se la jouer perso en faisant n'importe quoi avec la licence, il n'y aurait pas eu à se focaliser à ce point sur les réparations de leurs conneries. Donc, à mon sens, le potentiel de Legacy of Kain est toujours là, toujours surpuissant, mais n'a jamais pu atteindre son plein potentiel. Et au lieu de finir en apothéose, il n'a pu donner qu'un pétard mouillé. Et je pense que c'est ce qui me débecte le plus. Bon, eh bien, on en a fini avec cette licence, et il est maintenant temps de conclure. Aussi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, qui sortira très bientôt. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt, à bord de l'Universalis.